Maman a oublié un cadeau pour mon fils, tandis que les enfants de ma sœur en ont eu des piles. J'ai fermé la veste de mon fils, et je suis parti discrètement. Le lendemain, je les ai retirés du fonds de placement. 20 minutes ont passé. Papa a appelé, ayant besoin de 4200 €. Le soir venu, j'avais 47 appels manqués de maman. Le matin de Noël, chez mes parents, était censé être magique pour mon fils. Lucas avait compté les jours depuis Thanksgiving, marquant chacun d'eux avec un feutre rouge, sur le calendrier accroché dans sa chambre. Il avait 7 ans, et cette fête en particulier avait un poids supplémentaire, car c'était son premier Noël après avoir perdu son père, d'une crise cardiaque soudaine, 8 mois auparavant. Mon mari, Derek, s'était effondré dans notre cuisine, un mardi après-midi. Et, juste comme ça, notre monde entier s'était brisé en 1000 morceaux. J'apprenais encore comment tout recoller. Je me suis garé dans l'allée de mes parents à 10 heures précises, exactement comme ma mère, Diane, l'avait demandé. Lucas serrait fort un sac de cadeaux, qu'il avait choisi lui-même, pour ses grands-parents, sa tante, et ses 2 cousins. Il avait utilisé son argent de poche, complété par l'argent qu'il avait gagné en aidant notre vieille voisine, Madame Patterson, à ramasser les feuilles, pour acheter à chacun quelque chose de réfléchi. Une tasse à café en céramique avec des tournesols peints, pour ma mère. Un porte-clés en cuir, pour mon père, Gérald. Un livre de coloriage sur les dinosaures, pour mon neveu Tyler, qui avait 5 ans. Un serre-tête à paillettes, pour ma nièce Emma, qui en avait 8. Et une bougie qui sentait la vanille, pour ma sœur, Brooke. La porte d'entrée s'est ouverte à la volée, avant même que nous n'ayons atteint les marches du porche. Brooke se tenait là, dans un pull en cachemire, qui coûtait probablement plus cher que la mensualité de ma voiture. Ses cheveux méchés tombaient sur ses épaules, en vagues parfaites. Derrière elle, je pouvais voir que le salon avait été transformé en ce qui ressemblait à une vitrine de grand magasin pour Noël. Des piles de cadeaux emballés entouraient le sapin, leur papier brillant accrochant la lumière de la cheminée. Enfin, a dit Brooke, sans même prendre la peine de dire bonjour. Maman demandait où tu étais. J'ai regardé ma montre. Nous avions 3 minutes d'avance. Lucas a couru à l'intérieur devant moi, son excitation le propulsant vers l'avant, malgré cet accueil glacial. J'ai suivi plus lentement, portant le sac de cadeaux, et un plat à gratin de pommes de terre dauphinoise que j'avais promis d'apporter. Ma mère est apparue de la cuisine, s'essuyant les mains sur un tablier festif, couvert de rennes. Elle a serré Lucas brièvement dans ses bras, puis a regardé au-delà de lui, vers la porte. Juste vous deux. La question a fait plus mal qu'elle n'aurait dû. Derek était parti depuis 8 mois, et pourtant, elle posait des variations de cette question chaque fois que j'arrivais quelque part sans lui, comme si j'avais pu simplement oublier d'amener mon mari en cours de route. Comme quelqu'un pourrait oublier ses clés de voiture, ou son chargeur de téléphone. Juste nous, ai-je confirmé, en forçant un sourire. Gérald a émergé de son bureau, un journal coincé sous le bras. Il a tapoté la tête de Lucas d'un air distrait, avant de s'installer dans son fauteuil inclinable. Tyler et Emma ont dévalé les escaliers en trombe, hurlant qu'ils voulaient ouvrir les cadeaux. Le mari de Brooke, Martin, a suivi à un rythme plus mesuré, une tasse de café à la main. Il ressemblait à un homme qui avait déjà accepté l'idée que la journée serait épuisante. Nous nous sommes rassemblés dans le salon, et ma mère a commencé son rôle annuel de distributrice de cadeaux. Elle s'est positionnée près du sapin, comme une animatrice de jeux télévisés, lisant les noms sur les étiquettes, et distribuant les paquets à leurs destinataires prévus. Tyler a reçu cadeau après cadeau, une montagne croissante de jouets s'accumulant autour de lui. Une voiture télécommandée, un ensemble Lego de plus de 500 pièces, une tablette tactile, ce qui m'a fait hausser les sourcils, étant donné qu'il n'avait que 5 ans. Emma a ouvert des cadeaux avec une abondance similaire, poussant des petits cris de joie devant une poupée American Girl, un kit de fabrication de bijoux, un ensemble élaboré de matériel d'art, et plusieurs tenues qui ressemblaient à des versions miniatures de la garde-robe de Brooke. Lucas était assis patiemment, les mains croisées sur ses genoux, attendant son tour. La pile sous le sapin a diminué. Tyler et Emma ont continué à déballer, jetant leurs papiers, créant une mer rouge et verte autour d'eux. Les yeux de mon fils suivaient chaque paquet que ma mère ramassait, l'espoir vacillant chaque fois qu'elle lisait un nom à voix haute. Le dernier cadeau est allé à Emma, une paire de patins à glace, blancs avec des lacets roses. Ma mère a frotté ses mains l'une contre l'autre,
observant le carnage de papier cadeau avec satisfaction. Eh bien, voilà, c'est tout ce qu'il y avait sous le sapin. Lucas m'a regardé, la confusion plissant son petit front. Maman, où est le mien? La pièce est devenue silencieuse. Tyler a levé les yeux de sa tablette, déjà absorbé par un jeu. Emma s'est arrêtée au milieu d'une pirouette, dans sa nouvelle robe à paillettes. Martin est soudainement devenu très intéressé par le fond de sa tasse de café. Brooke a examiné sa manucure, comme si les réponses aux mystères de la vie étaient cachées sous son vernis en gel. Je me suis tourné vers ma mère. Maman, où sont les cadeaux de Lucas? La main de Diane a volé à sa bouche, dans ce que j'ai reconnu comme un choc simulé. Elle avait utilisé ce geste exact toute ma vie, chaque fois qu'elle était prise en flagrant délit de faire quelque chose qu'elle avait pleinement l'intention de faire, mais pour lequel elle voulait un déni plausible. Comme la fois où elle a accidentellement oublié d'inviter ma colocataire d'université à ma fête de remise des diplômes, parce qu'elle la trouvait trop bruyante. La fois où elle a accidentellement programmé son voyage en Europe pendant l'essayage de ma robe de mariée. La fois où elle a accidentellement parlé de ma grossesse à Brooke, avant que je n'ai eu la chance de l'annoncer moi-même. Oh non, a-t-elle dit, sa voix perchée un ton trop haut. Oh, mon chéri, j'ai dû. Les cadeaux doivent être encore au magasin. Je les ai commandés. J'en suis sûr, mais avec tout ce chaos des fêtes. Tu as oublié de récupérer les cadeaux de Noël de mon fils. Gérald a baissé son journal, l'air sincèrement déconcerté. Quel que soit l'arrangement que ma mère avait pris concernant les cadeaux, il n'avait clairement pas été informé que Lucas avait été rayé de la liste. Ces choses arrivent, a finalement dit Brooke, en levant les yeux de ses ongles. Les enfants sont résilients. Lucas comprend, n'est-ce pas, Lucas? Mon fils a hoché la tête lentement, parce qu'il avait 7 ans, et qu'on lui avait appris à être poli avec les adultes, mais j'ai vu sa lèvre inférieure trembler, avant qu'il ne la morde entre ses dents. J'ai vu la façon dont ses épaules se sont voûtées, se faisant tout petit. C'était un enfant qui avait déjà appris que le monde pouvait être atrocement injuste, qui avait regardé des étrangers en costume sombre porter le cercueil de son père hors d'une église, pendant qu'il s'accrochait à ma main, et me demandait pourquoi papa devait aller au paradis sans dire au revoir. Je me suis levé, mon mouvement assez brusque pour surprendre tout le monde dans la pièce. Lucas, allons chercher ta veste. Nous n'avons pas encore dîné, a protesté ma mère. Le jambon ne sera pas prêt avant 2 heures. Nous ne restons pas pour le dîner. Brooke a ricané. Tu pars sérieusement pour une simple erreur. C'est tellement typique de ta part, toujours en train de tout transformer en une énorme production dramatique. Je me suis dirigé vers le placard de l'entrée, et j'ai récupéré la veste de Lucas, la grosse doudoune bleue qu'il avait choisie lui-même, parce qu'elle avait une poche cachée, parfaite pour ranger des trésors. Je me suis agenouillé à sa hauteur, fermant la fermeture éclair, lissant soigneusement le col. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal, a-t-il chuchoté, assez doucement pour que seul moi puisse l'entendre. Mon cœur s'est fissuré, le long de lignes de faille dont j'ignorais l'existence. Non, mon bébé. Tu n'as rien fait de mal. Pas la moindre chose. Alors pourquoi grand-mère ne m'a pas acheté de cadeau? Tyler et Emma en ont eu tellement. Je n'avais pas de réponse qui aurait du sens pour un enfant de 7 ans, car la vérité était que cela n'avait aucun sens, même pour une femme de 34 ans. Ma mère avait simplement décidé que mon enfant comptait moins que ses autres petits-enfants, et elle n'avait même pas pris la peine de construire une excuse crédible. J'ai pris la main de Lucas, et j'ai marché vers la porte. Tu es ridicule, m'a interpellé ma mère. J'ai dit que je me ferais pardonner. Je n'ai pas répondu. Je ne me suis pas retourné. J'ai simplement ouvert la porte, guidé mon fils à travers, et je l'ai refermé derrière nous, avec un doux cliquetis. Pas de claquement de porte dramatique, pas d'accusation hurlée, juste une sortie silencieuse, le genre qui laisse plus de traces que n'importe quelle explosion ne le pourrait jamais. Nous avons conduit vers la maison en silence, pendant les premiers kilomètres. Puis, Lucas a demandé si nous pouvions prendre un chocolat chaud, au café au volant près de chez nous. J'ai dit oui. Nous nous sommes assis dans le parking, buvant nos chocolats chauds, Lucas, avec un supplément de crème fouettée et des pépites de chocolat, moi avec le mien, nature, et je lui ai dit que, parfois, les gens font des choix qui nous blessent, même quand nous n'avons rien fait pour le mériter. Il a demandé si grand-mère ne l'aimait plus. Je lui ai dit que je ne pouvais pas parler pour grand-mère, mais que je l'aimais assez pour 100 grand-mères réunies. Cette nuit-là, après que Lucas se soit endormi,
je me suis assise dans mon bureau à domicile, et j'ai sorti le dossier que mon avocate avait préparé, 6 mois plus tôt. Après la mort de Derek, l'argent de son assurance vie, et la vente de sa concession automobile Prosper, m'avait laissé dans une position financière que je n'aurais jamais pu anticiper. Derek avait construit cette concession à partir d'un seul terrain avec 12 voitures, pour en faire un empire régional, avec 6 emplacements à travers 3 États. Il avait été intelligent avec ses investissements, méticuleux concernant l'assurance, et déterminé à ce que, s'il lui arrivait quelque chose, Lucas et moi n'ayons jamais à nous soucier de l'argent. Les documents du fonds de placement étaient étalés sur mon bureau, comme une carte des obligations familiales. Quand j'avais rencontré mon avocate spécialisée en droit des successions, Nathalie Reeves, pour la première fois, elle m'avait posé des questions réfléchies sur mes objectifs et mes inquiétudes. J'ai expliqué que je voulais assurer l'avenir de Lucas, évidemment, mais que je voulais aussi aider mes parents. La pension de Gérald, de ses 30 années à l'usine de fabrication, n'était pas tout à fait suffisante pour couvrir leurs dépenses, et les chèques de sécurité sociale de Diane n'allaient pas très loin. Ils avaient refinancé leur maison 3 fois au fil des ans, pour aider Brooke à faire face à diverses urgences financières, et la valeur nette restante de la maison était négligeable. J'avais donc mis en place un fonds, qui fournirait à mes parents une allocation mensuelle, couvrirait leurs impôts fonciers, et paierait toutes les dépenses médicales majeures, non couvertes par l'assurance maladie. Le coût annuel était d'environ 52 000 €. J'avais également inclus des dispositions pour l'éducation des enfants de Brooke, mettant de côté des fonds qui arriveraient à échéance lorsqu'ils atteindraient l'âge de l'université. Tyler et Emma avaient chacun 200 000 € réservés pour leur avenir, de l'argent qui fructifierait au cours des 13 et 10 prochaines années, respectivement. Aucun d'eux ne connaissait les détails. Ils savaient que j'étais à l'aise financièrement après la mort de Derek, bien qu'ils aient considérablement sous-estimé ce que à l'aise signifiait. Ils savaient que j'avais aidé à payer leurs impôts fonciers à quelques reprises, bien qu'ils ne réalisent pas qu'il s'agissait d'un arrangement continu. Ils supposaient que les fonds pour l'éducation étaient de modestes obligations d'épargne, et non des comptes d'investissement substantiels, gérés par une société de gestion de patrimoine privé. Le matin du 26 décembre, j'ai appelé Nathalie, et je lui ai demandé de préparer des amendements aux documents du fonds, de retirer totalement mes parents en tant que bénéficiaires, de supprimer les dispositions d'éducation pour Tyler et Emma, et de rediriger tous les fonds vers l'avenir de Lucas. Avec, comme bénéficiaires secondaires, 3 œuvres de charité que Derek avait soutenues de son vivant, un hôpital local pour enfants, une organisation de vétérans, et un refuge pour animaux où nous avions adopté notre chien, Biscuit. Nathalie a demandé si j'en étais certaine. Elle m'a rappelé que les décisions successorales, prises dans des moments d'émotion, pouvaient être regrettées plus tard. Je lui ai répondu que je n'avais jamais été aussi certaine de quoi que ce soit de toute ma vie. Les documents ont été signés et notariés à 11 h du matin. À 11h20, mon téléphone a sonné. Le nom de Gérald est apparu sur l'écran. Sharon, Dieu merci, tu as répondu. Sa voix portait une pointe de panique, que j'avais rarement entendue chez mon père. Nous avons un problème. La facture des impôts fonciers est arrivée, et c'est 4 200 €, payable avant le 15 janvier. Ta mère et moi, nous n'avons pas j'espérais que tu pourrais peut-être nous aider, comme tu l'as déjà fait. J'ai laissé le silence s'étirer pendant un moment. 3 respirations. 4. Je ne vais plus vous aider pour ça, papa. Quoi? Comment ça, que veux-tu dire? Je veux dire que j'ai restructuré mes finances, et vous soutenir, maman et toi, ne fait plus partie de mes plans. Sharon, tu ne peux pas être sérieuse. Nous comptons sur cet argent. Tu connais notre situation. Je connais parfaitement votre situation. Je la connais depuis des années, c'est pourquoi je paie discrètement vos impôts fonciers, je contribue à vos factures d'électricité, et je couvre vos frais médicaux. Vous êtes-vous jamais demandé comment vous aviez réussi à garder la maison après l'opération de la hanche de maman? Comment la facture de chauffage a été payée l'hiver dernier, quand les prix du gaz naturel ont flambé? C'était moi, papa, à chaque fois. Le silence de son côté m'a indiqué que c'était une information qu'il ignorait, ou qu'il avait choisi de ne pas examiner de trop près. Mais hier, vous m'avez tous montré exactement quelle est ma place dans cette famille. Vous avez montré à mon fils quelle est sa place, et j'ai décidé que mon argent devait aller là où il est réellement apprécié. C'est à propos des cadeaux de Noël, Sharon. C'était une erreur. Ta mère se sent terriblement mal à ce sujet. Vraiment? A-t-elle appelé pour s'excuser? A-t-elle conduit jusqu'ici avec quoi que ce soit pour Lucas?
Ça fait 24 heures, papa. Je n'ai pas reçu un seul message d'elle. Il n'a eu aucune réponse à cela. J'espère que vous trouverez une solution pour les impôts fonciers. Peut-être que Brooke pourra vous aider. Elle semble assez bien s'en sortir, pour acheter des vêtements de créateur et des tablettes à son fils de 5 ans. J'ai raccroché, avant qu'il ne puisse ajouter quoi que ce soit. À 6 heures ce soir-là, mon téléphone avait enregistré 47 appels manqués de ma mère. 47 tentatives distinctes, sans compter les messages vocaux qui avaient rempli ma boîte de réception à pleine capacité, et les SMS qui alternaient entre supplication et fureur. Certains textes étaient brefs. Appelle-moi. C'est urgent. Nous devons parler. D'autres étaient de longs paragraphes de justification et d'accusation. Elle a évoqué tout ce qui s'était passé, de mes années d'adolescence aux funérailles de Derek, affirmant qu'elle m'avait toujours soutenu, que j'étais ingrate, que la famille était censée se serrer les coudes. Je les ai tous lus, mais je n'ai répondu à aucun. Brooke a appelé 2 fois. Martin a appelé 1 fois, ce qui m'a surprise, car lui et moi n'avions jamais été particulièrement proches. J'ai laissé ces appels aller sur la messagerie vocale également. Le 28 décembre, j'ai reçu une visite inattendue. La sœur de ma mère, tante Patricia, s'est présentée à ma porte, avec un plat de lasagne, et une expression qui m'a fait comprendre qu'elle avait entendu chaque détail de ce qui s'était passé le matin de Noël. Patricia avait toujours été le mouton noir de sa génération, la sœur qui avait traversé le pays, épousé un musicien, et refusé de participer aux politiques familiales complexes, dans lesquelles ma mère semblait s'épanouir. J'ai apporté des lasagnes, a-t-elle dit. Et du vin. Je me suis dit que tu pourrais avoir besoin des deux. Je l'ai fait entrer, reconnaissante d'avoir de la compagnie, qui n'arrivait pas chargée d'attentes ou d'accusations. Nous nous sommes assises dans mon salon, pendant que Lucas jouait avec Biscuit dans le jardin, le chien chassant les balles de tennis avec un enthousiasme inépuisable. Patricia a versé 2 généreux verres de vin rouge, et m'en a tendu un, sans me demander si j'en voulais. Ta mère m'a appelé hier, a commencé Patricia, elle voulait que j'intervienne en sa faveur. Lui faire entendre raison, c'est comme ça qu'elle l'a formulé. Et tu es venu ici pour faire ça. Je suis venu ici pour te dire que ce qu'elle a fait était inadmissible. J'ai élevé 3 enfants, Sharon. 3 anniversaires chaque année, 3 Noëls, 3 séries d'événements scolaires, 2 matchs de sport et de récitals. Pas une seule fois je n'ai oublié un cadeau pour l'un d'entre eux. Tu sais pourquoi? Parce qu'oublier le cadeau de Noël d'un enfant n'est pas quelque chose qui arrive accidentellement. C'est un choix, déguisé en erreur. La validation, provenant d'une source inattendue, m'a noué la gorge. Elle fait ça depuis des années, ai-je admis. De petits affronts, de petites exclusions. Je n'arrêtais pas de penser que je l'imaginais, que j'étais trop sensible. Derek avait l'habitude de me dire que je n'étais pas folle, qu'il le voyait, lui aussi. Mais je voulais tellement qu'il ait tort. Derek était un homme perspicace. Je ne l'ai rencontré qu'une poignée de fois, mais je me souviens avoir pensé que ta mère était stupide de ne pas l'apprécier. Il a construit quelque chose de vrai avec sa vie. C'est plus que ce que la plupart des gens accomplissent jamais. Nous avons parlé pendant près de 2 heures. Patricia m'a raconté des histoires sur son enfance avec ma mère, comment Diane avait toujours eu besoin d'être le centre de l'attention, comment elle avait soigneusement cultivé le favoritisme auprès de leurs propres parents. Jusqu'à ce que Patricia arrête simplement de concourir pour une affection qui ne lui serait jamais donnée librement. Elle avait déménagé dans l'Oregon à 22 ans, et n'avait jamais regardé en arrière. La distance a sauvé ma santé mentale, a dit Patricia. J'aime ma sœur, de cette façon abstraite dont tu aimes quelqu'un avec qui tu partages le même sang, mais je ne l'apprécie pas. Je ne l'apprécie plus depuis que nous sommes adolescentes, et qu'elle a dit à mon cavalier de bal de promo que j'avais une maladie de peau contagieuse, pour qu'il l'emmène à ma place. Elle n'a pas fait ça. Elle l'a absolument fait. Elle est apparue à mon bal, au bras d'un garçon dont je rêvais depuis des mois. Notre mère a trouvé ça hilarant. Elle a dit que j'aurais dû me bouger plus vite. Le schéma remontait à plusieurs générations. Il ne s'agissait pas simplement de moi, ou de Lucas. Il s'agissait d'une culture familiale, qui s'était calcifiée autour d'une cruauté, déguisée en compétition. Avant que Patricia ne parte, elle a glissé un chèque dans ma main pour Lucas, un véritable cadeau de Noël de la part de sa grand-tante, qui se souvient réellement qu'il existe. J'ai essayé de refuser, mais elle a insisté,
avec la même obstination qui avait dû l'aider à survivre à une enfance avec ma mère. Le chèque était de 500 €, libellé directement au nom de Lucas. Ouvre-lui un compte d'épargne, a-t-elle dit. Ou laisse-le tout dépenser en boîte de Lego. Ça m'est égal, d'une manière ou d'une autre. Je veux juste qu'il sache que quelqu'un, dans cette famille, le voit. Je l'ai serré dans mes bras à la porte, cette tante que je connaissais à peine, et j'ai promis de lui rendre visite dans l'Oregon un jour. La rencontre avec Patricia a modifié quelque chose dans ma compréhension de la situation. Pendant des années, j'avais intériorisé le favoritisme de ma mère comme étant, d'une certaine manière, de ma faute, un échec de ma propre valeur, que je pourrais corriger si je faisais juste plus d'efforts, si je performais mieux, si j'en exigeais moins. Mais les histoires de Patricia ont révélé un schéma qui n'avait rien à voir avec le mérite, et tout à voir avec l'incapacité fondamentale de ma mère à aimer équitablement. J'ai passé les jours suivants à réorganiser ma perspective, en même temps que ma maison. Les vêtements de Derek étaient toujours pendus dans notre placard, un sanctuaire que je n'avais pas été prête à démanteler. Mais le deuil fonctionne selon son propre calendrier, et quelque chose, dans les événements de Noël, avait accéléré mon voyage à travers lui. J'ai emballé ses costumes, ses chemises, et ses jeans dans des cartons, ne gardant que son pull préféré, celui en laine bleue marine usée, qu'il possédait depuis avant notre rencontre. Le reste, je l'ai donné à une organisation de vétérans, qui aidait les hommes en transition hors du service militaire à trouver un emploi. Lucas m'a aidé à trier certains des articles, me disant lesquels il se souvenait avoir vu son papa porteur. La cravate bleue avec des petits pois argentés, c'était la préférée de papa pour les entretiens d'embauche, m'a-t-il informé solennellement. Les mocassins marrons, c'étaient les chaussures que papa portait quand ils allaient à la pêche. La veste en cuir sent comme les câlins de papa. Nous avons gardé la veste, aussi. Les jours entre Noël et le Nouvel An se sont écoulés dans une étrange sorte de paix. Lucas et moi avons construit une cabane en couverture dans le salon, et regardé des films. Nous sommes allés à l'aquarium du centre-ville, juste nous deux, et nous avons passé 3 heures devant le bassin des méduses, parce que Lucas a décidé quels étaient ses nouveaux animaux préférés. Nous avons fait des biscuits en forme de dinosaures et d'étoiles, et nous en avons mangé beaucoup trop pour le dîner un soir, parce que j'ai décrété que nous en avions le droit. Nous avons visité la tombe de Derek le 30 décembre, laissant un petit bouquet de fleurs d'hiver, et un dessin que Lucas avait fait de nous 3 ensemble, des bonshommes allumettes se tenant la main sous un soleil jaune. Le 2 janvier, ma mère est apparue à ma porte d'entrée. Je l'ai observée par la fenêtre pendant un moment, avant d'ouvrir, observant la façon dont elle serrait son sac à main comme un bouclier. La façon dont ses yeux scrutaient le quartier, comme si elle craignait que quelqu'un ne la voie dans une position aussi humble. Nous devons parler de la situation, a-t-elle dit au moment où j'ai entrouvert la porte. Il n'y a rien à discuter, Sharon. Tu ne peux pas simplement nous couper les vivres. Nous sommes tes parents. Cet argent, ces arrangements que tu as faits, c'est pratiquement un engagement. Pratiquement un engagement, ai-je répété. Comme l'engagement d'une grand-mère à traiter tous ses petits-enfants sur un pied d'égalité. Ce genre d'engagement. Sa mâchoire s'est crispée. Les cadeaux étaient un oubli. J'ai déjà expliqué ça. Alors, explique-moi pourquoi Tyler avait une nouvelle tablette, et 14 autres cadeaux sous le sapin. Explique pourquoi Emma a reçu des patins à glace, et une poupée American Girl, et un ensemble de matériel d'art que je sais coûter plus de 200 €, car Lucas m'a demandé le même. Explique-moi comment tu as eu le temps, l'argent, et l'attention pour tout ça, mais que tu as, d'une manière ou d'une autre, réussi à oublier complètement que ton autre petit-fils existe. Tu déformes ça en quelque chose que ce n'est pas. Vraiment? Dis-moi exactement combien de cadeaux tu as acheté pour Lucas, pas oublié de récupérer, acheter? Elle n'a pas répondu. C'est bien ce que je pensais. Tu n'as rien oublié. Tu n'as simplement pas pris la peine. Parce que c'est toujours le même schéma, n'est-ce pas? Aux funérailles de Derek. Tu as passé toute la réception à parler de la rénovation de la cuisine de Brooke. Au 6e anniversaire de Lucas. Tu es parti tôt, parce que Tyler avait un match de foot. À chaque fête, chaque événement, chaque étape importante de la vie de mon fils, tu as rendu abondamment clair qu'il était une réflexion après coup. Ce n'est pas juste. Juste? J'ai ri, bien que rien de tout cela ne fût drôle. Tu veux parler de ce qui est juste? Juste, c'est mon fils de 7 ans, qui me demande pourquoi sa grand-mère ne l'aime pas. Juste,
c'est de regarder mon enfant essayer de se rendre invisible, parce qu'il a appris que l'invisibilité fait moins mal, que d'espérer une attention qu'il ne recevra jamais. Ce que tu as donné à Lucas n'est pas juste. Ce que tu m'as donné n'est pas juste. L'expression de ma mère s'est durcie. Donc, c'est pour nous punir. Nous retirer notre soutien financier, parce que tu es contrarié à propos d'un seul Noël. Il ne s'agit pas de punition. Il s'agit de protection. Je protège mon fils contre des personnes, qui ont prouvé à maintes reprises qu'elles ne l'estiment pas. Et je protège mes ressources, pour des personnes qui les méritent. Nous sommes une famille, Sharon, non. La famille n'oublie pas. La famille ne fait pas de favoritisme. La famille ne fait pas se sentir un enfant inutile le matin de Noël, pendant que ses cousins nagent dans les cadeaux. Elle est restée sur mon pas de porte pendant encore un moment. Son visage passait par un cycle d'émotions, que je reconnais grâce à toute une vie d'observation. La colère, le calcul, la contrition forcée, et enfin, quelque chose qui aurait pu être un choc véritable, quand elle a réalisé qu'aucune de ses tactiques habituelles ne fonctionnerait. Ça va détruire ton père, a-t-elle dit doucement. Le stress des finances à son âge, avec son cœur. C'est intéressant, maman. Derek avait une maladie cardiaque, lui aussi. Savais-tu que le médecin a dit que c'était congénital, ou quelque chose comme ça? Il avait vécu toute sa vie sans le savoir. Le stress l'a aggravé. Devine à quel point il était stressé, en essayant de construire son entreprise, en essayant de subvenir aux besoins de sa famille, en essayant d'être assez bien pour gagner ton approbation, malgré le fait que tu n'aies jamais pensé qu'un vendeur de voitures était digne de ta fille. Devine combien de fois tu as fait des commentaires sur sa profession, ses origines, le rang social de sa famille. Je reculai d'un pas. Mais bien sûr, dis-je d'une voix glaciale. Parlons du cœur de papa. Elle est partie sans un mot de plus. Janvier a passé. Février est arrivé, avec une vague de froid brutal, qui nous a gardés, Lucas et moi, confinés à la maison pendant près d'une semaine. J'ai utilisé ce temps pour travailler sur mes projets de conception graphique en freelance, la carrière que j'avais maintenue tout au long de mon mariage, et que j'avais considérablement développée après la mort de Derek. Rester occupé m'a aidé. Créer des choses m'a aidé. Regarder Lucas développer ses propres intérêts artistiques, la façon dont il attaquait des pages blanches avec des crayons, des feutres, et des crayons de couleur, était ce qui m'a le plus aidé. Au début du mois de mars, Gérald s'est présenté à ma porte, seul. Il avait l'air plus vieux que dans mes souvenirs, diminué d'une certaine manière, bien que seulement 2 mois se soient écoulés depuis la dernière fois que je l'avais vu. « Je peux entrer ?» a-t-il demandé. Je l'ai fait entrer, parce que malgré tout, il était toujours mon père. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine, des tasses de café entre nous, pendant que Lucas jouait dans sa chambre, à l'étage. « Ta mère ne me parle pas en ce moment », a commencé Gérald. Nous avons eu un désaccord sur la façon de gérer cette situation. Quel genre de désaccord? Elle voulait que je te dise que nous te déshériterions, si tu ne revenais pas sur ta décision. Je lui ai dit que menacer une femme, qui a clairement plus d'argent que nous n'en aurons jamais, n'est probablement pas la stratégie gagnante qu'elle pense. Malgré moi, j'ai esquissé un petit sourire. C'est une lucidité surprenante. Je suis vieux, Sharon, a-t-il dit. Pas stupide. Il a enroulé ses mains autour de la tasse de café, la fixant comme pour lire dans les feuilles de thé. Je dois te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu répondes honnêtement. Toutes ces années d'aide financière, les impôts, les factures, et les frais médicaux. Pourquoi as-tu fait ça? Parce que vous êtes mes parents. Est-ce la seule raison? J'ai réfléchi à la question. Quand Derek et moi avons réalisé pour la première fois combien d'argent nous avions, j'ai voulu le partager avec les gens que j'aimais. Je pensais que c'était ce que faisait une famille. Je pensais que si nos positions étaient inversées, vous feriez la même chose pour moi. L'aurions-nous fait? J'ai hésité. Je le pensais, autrefois. Il a hoché la tête lentement. Je n'étais pas un père très attentif quand tu grandissais. Je sais que je travaillais trop, que je laissais une trop grande part de l'éducation des enfants à ta mère. Mais j'ai toujours pensé que je le faisais pour vous, les filles, pour assurer vos avenirs. Tu as subvenu à nos besoins. C'est vrai. Mais tu n'as pas remarqué des choses, comme la façon dont ta mère a toujours favorisé Brooke. Comme la façon dont tu étais toujours celle qui devait faire plus d'efforts,
être plus performante, juste pour obtenir une fraction de l'attention que ta sœur recevait simplement pour le fait d'exister. Il a levé les yeux, rencontrant les miens. Je suis désolé, Sharon, de ne pas l'avoir vue, de n'avoir rien fait à ce sujet. C'était plus d'honnêteté que je n'en avais jamais reçu de la part de mon père, plus de reconnaissance que je n'avais jamais osé espérer. J'apprécie que tu dises ça. Je ne le dis pas pour récupérer l'argent. Je sais que c'est parti. Et, franchement, nous ne le méritions probablement pas en premier lieu. Je le dis parce que j'aurais dû le dire il y a 40 ans. Je le dis parce que mon petit-fils a regardé une pile de cadeaux pour ses cousins, et n'a rien eu. Et je me suis assis là, avec mon journal, et je n'ai absolument rien fait à ce sujet. C'est vrai, dis-je doucement. Tu n'as rien fait. J'aurais dû. J'aurais dû vider mon portefeuille, conduire jusqu'au magasin le plus proche, et acheter à ce garçon tout ce que son cœur désirait. J'aurais dû dire à ta mère que ce qu'elle faisait était mal. J'aurais dû le défendre, de la manière dont tu le fais chaque jour. J'ai senti des larmes menacées, mais j'ai refusé de les laisser couler. Pourquoi ne l'as-tu pas fait, ai-je demandé. Parce que s'imposer n'a jamais été mon point fort. Parce que suivre le mouvement était toujours plus facile. Parce que j'ai appris, il y a longtemps, que s'opposer à ta mère entraînait des conséquences que je ne voulais pas affronter. Il a posé sa tasse de café. Je ne demande pas de pardon. Je demande juste si je pourrais voir mon petit-fils de temps en temps. Pas à la maison, pas avec ta mère. Juste lui et moi. Peut-être une glace, ou aller au parc, ou tout ce que les grands-pères sont censés faire avec leur petit-fils. Je vais y réfléchir. C'est plus que ce que je mérite. Il s'est levé pour partir, puis s'est arrêté à la porte. Pour ce que ça vaut, a-t-il dit, Derek était un homme bien. Je l'aimais bien. Je respectais ce qu'il a construit. Je regrette de ne lui avoir jamais dit. Après son départ, je me suis assise à la table de la cuisine pendant un long moment, réfléchissant à la loyauté familiale, et aux mathématiques complexes de l'amour. La semaine suivante, j'ai reçu une lettre par la poste, de la part de Brooke. Elle était écrite à la main, ce qui m'a surprise, puisque ma sœur communiquait presque exclusivement par SMS, et par des publications sur les réseaux sociaux. L'enveloppe était épaisse, suggérant de multiples pages, et je l'ai ouverte avec la lassitude de quelqu'un qui s'approche d'un serpent potentiellement venimeux. La lettre s'étendait sur 6 pages de l'écriture bouclée de ma sœur. Elle a commencé par raconter notre enfance de son point de vue, une histoire révisionniste, dans laquelle elle avait toujours été celle qu'on négligeait, le frère ou la sœur qui devait se battre pour obtenir des miettes d'attention. Alors que je recevais prétendument le dévouement sans fin de nos parents. Selon la version des faits de Brooke, j'avais toujours été la fille préférée. Mes réussites académiques étaient célébrées, tandis que ses succès sociaux étaient rejetés comme superficiels. Notre mère l'aurait soi-disant poussée vers un mariage précoce avec Martin, parce qu'elle voulait se débarrasser d'elle, pendant que j'étais encouragé à poursuivre mes rêves et ma carrière. La dissonance cognitive était stupéfiante. Je me souvenais de ces années de manière complètement différente. Je me souvenais avoir cumulé 2 emplois pendant l'université, pendant que Brooke recevait des chèques d'argent de poche mensuels. Je me souvenais de notre mère critiquant ma robe de mariée, qu'elle jugeait trop simple, tout en louant chaque détail de la cérémonie élaborée de Brooke, 3 ans plus tard. Je me souviens de Derek, exclu des photos de famille à Thanksgiving, parce qu'il ne faisait pas vraiment partie de la famille, jusqu'à ce que nous soyons mariés depuis 5 ans, alors que Martin avait été accueilli dans le cercle familial immédiatement. Mais la mémoire, je l'apprenais, était une chose flexible. Les gens construisaient des récits pour se protéger de vérités inconfortables, et Brooke avait apparemment construit une forteresse entière d'histoires alternatives autour d'elle. La lettre s'est conclue par une exigence. Brooke voulait que je rétablisse les fonds d'éducation pour Tyler et Emma. Elle soutenait que les enfants étaient des parties innocentes, qui ne devraient pas souffrir des conflits entre adultes. Elle a invoqué leur avenir, leur potentiel, leur rêve de fréquenter de bonnes universités, et de construire des vies réussies. Ce qu'elle n'a pas mentionné, c'est une quelconque reconnaissance de ce qui s'était passé le matin de Noël. Aucune référence à l'exclusion de Lucas. Aucune excuse pour son propre rôle dans la situation, assise là à examiner sa manucure, pendant que son neveu réalisait qu'il avait été oublié. Aucune reconnaissance du fait que l'abondance de ses enfants s'était faite au détriment direct de l'inclusion de mon enfant. J'ai répondu par une seule phrase. Quand tu pourras m'expliquer pourquoi Tyler méritait 14 cadeaux, et que Lucas n'en méritait aucun,
nous pourrons discuter des fonds d'éducation. Je n'ai jamais reçu de réponse. Les retombées financières ont continué à se répercuter à travers ma famille, d'une manière que j'ai observée à une distance prudente. Gérald a mentionné, lors d'une de ses visites, qu'ils avaient été obligés de contracter un petit prêt pour couvrir les impôts fonciers. Le taux d'intérêt était défavorable, et les paiements mensuels mettaient à rude épreuve leurs revenus fixes. Ma mère avait vendu quelques-uns de ses bijoux, des pièces qu'elle avait toujours prétendu être des héritages familiaux inestimables, mais qui, apparemment, ne lui ont rapporté que quelques centaines d'euros, au magasin de dépôt-vente local. Une part de moi a ressenti un pincement de culpabilité face à leurs difficultés. C'étaient mes parents, les personnes qui m'avaient logé, nourri, et habillé pendant 18 ans. Mais une autre part de moi a reconnu que leur lutte était une conséquence directe de leur choix. Ils avaient choisi de prioriser un petit enfant par rapport à un autre. Ils avaient choisi de faire en sorte que mon fils se sente invisible. Ils avaient choisi de considérer mon soutien comme acquis, sans jamais examiner d'où il provenait, ni ce qu'il me coûtait émotionnellement de le fournir. Les choix avaient des conséquences. C'était une leçon que j'étais déterminé à enseigner à Lucas, et apparemment, c'était une leçon que mes parents apprenaient, eux aussi. Le printemps est arrivé lentement, cette année-là. En avril, Lucas avait commencé à poser des questions sur ses grands-parents avec moins de fréquence, s'adaptant, comme le font les enfants, à la nouvelle forme de leur monde. Il avait des rendez-vous de jeu, des amis d'école, et un cours d'art le mardi. Il m'avait, moi, entièrement et complètement présente, d'une manière que je n'aurais peut-être pas pu être, si j'avais continué à dépenser de l'énergie pour essayer de maintenir la paix, avec des personnes qui n'avaient jamais priorisé la mienne. J'ai laissé Gérald emmener Lucas manger une glace, un samedi après-midi. Ils sont allés au parc ensuite, et Lucas est rentré à la maison en bavardant sur les canards qu'ils avaient nourris, et les grimaces amusantes que grand-père avait faites en essayant de grimper sur la cage à poules. Quels que soient les défauts que mon père avait accumulés au cours d'une vie d'observation passive, il semblait déterminé à corriger au moins certains d'entre eux, dans le temps qu'il lui restait. Ma mère a continué sa campagne de contacts intermittents. Des cartes d'anniversaire arrivaient pour Lucas, avec des chèques remarquablement généreux à l'intérieur, comme si l'argent pouvait effacer le souvenir de ce matin de Noël. J'ai déposé les chèques sur le compte d'épargne de Lucas, mais je ne l'ai pas forcé à écrire des cartes de remerciement. Certains gestes ne justifient pas de la gratitude. Brooke a repris contact en juin, son message dégoulinant d'un mélange particulier d'accusation et de victimisation, qu'elle avait perfectionné au fil des ans. Elle m'a informé que Tyler et Emma étaient dévastés par la perte de leurs fonds d'études, ce qui était intéressant, puisque je ne leur avais jamais réellement parlé de ces fonds. Quelqu'un, vraisemblablement notre mère, avait craché le morceau, dans une tentative de retourner ses petits-enfants contre moi. La stratégie semblait s'être retournée contre elle, car Brooke devait maintenant faire face à des enfants qui se croyaient en droit de réclamer de l'argent, qui ne leur avait jamais été promis. « Tu as ruiné leurs avenirs », a écrit Brooke dans son dernier texto. « Tu leur as enlevé leurs opportunités, par pure rancune. » Je n'ai pas pris la peine d'expliquer que des opportunités que j'avais créées, pouvaient difficilement être considérées comme enlevées, alors que j'avais simplement choisi de ne pas les donner. La distinction serait perdue pour quelqu'un qui avait passé toute sa vie à recevoir, sans jamais considérer la source. L'été est arrivé avec sa chaleur, et ses longues journées. Et avec lui est venu un nouveau chapitre que je n'avais pas anticipé. Un projet de conception graphique m'a mis en contact avec un homme nommé Marcus, un développeur de logiciels, dont l'entreprise avait besoin d'un travail de création de marque. Nous avons d'abord collaboré professionnellement, puis nous avons découvert que nous aimions tous les deux les mauvais films d'action, la nourriture thaïlandaise, et les dimanches matins passés sur les marchés de producteurs. Il avait une fille, Olivia, qui avait 9 ans, et il l'a présentée à Lucas, avec la prudence délibérée d'un homme qui comprenait que le cœur des enfants n'était pas un jouet avec lequel on pouvait s'amuser. Lucas a immédiatement adoré Olivia. Elle lui a appris des jeux de claquements de mains compliqués, et l'a aidé à construire des structures élaborées avec ses Legos. Marcus lui a appris à faire du vélo sans roulette, courant à côté de lui, jusqu'à ce que Lucas pédale avec assurance par lui-même. C'étaient des choses que Derek aurait dû être là pour faire. Et, parfois, le chagrin de cette vérité déferlait sur moi comme une vague. Mais Marcus n'a jamais essayé de remplacer Derek. Il a simplement rempli son propre espace dans nos vies, un espace distinct, précieux, et choisi. Quand décembre a approché de nouveau, j'ai demandé à Lucas ce qu'il voulait pour Noël. « Est-ce que Marcus et Olivia peuvent être là ?» a-t-il demandé. « Bien sûr.
Et on peut faire des biscuits en forme de méduse. On peut essayer. Et je peux donner des cadeaux à tout le monde? Parce que donner des cadeaux, c'est la meilleure partie. Je l'ai serré fort dans mes bras, ce petit être, qui m'avait appris plus de choses sur la générosité et la résilience, que quiconque que j'ai jamais connu. Nous avons passé Noël chez moi cette année-là. Marcus a apporté une dinde qu'il avait, d'une manière ou d'une autre, réussi à cuire avec succès, bien qu'il ait déclenché le détecteur de fumée à 2 reprises. Olivia a décoré une maison en pain d'épices avec Lucas. Tous les deux se sont mis plus de glaçage sur eux-mêmes que sur la structure. Biscuit a porté un chapeau de Père Noël pendant environ 45 secondes, avant de s'ébrouer, et de se retirer dans son panier, avec une expression de profonde dignité. Gérald est passé dans l'après-midi, apportant des cadeaux pour les 2 enfants, et une bouteille de vin pour moi. Il est resté pour le dîner, racontant des histoires sur ses années à l'usine, qui ont fait rire Olivia et Lucas. Il a posé à Marcus des questions respectueuses sur son travail, et a écouté les réponses avec un intérêt sincère. Quand il est parti, il m'a serré dans ses bras à la porte. « Merci de m'avoir permis de faire partie de tout ça », a-t-il dit. « Merci d'être venu », lui ai-je répondu. De ma mère et de ma sœur, je n'ai rien reçu. Pas de carte, pas d'appel, aucun rameau d'olivier tendu. Le silence de leur côté était sa propre forme de communication, une forme que j'avais appris à interpréter aussi clairement que des mots. Elles avaient calculé le coût d'une véritable réconciliation, par rapport au coût d'une rupture continue, et elles avaient choisi cette dernière option. Peut-être croyaient-elles que je finirais par céder. Peut-être ne pouvaient-elles simplement pas imaginer une version de la réalité où leur comportement avait des conséquences permanentes. Mais les conséquences étaient devenues quelque chose que j'excellais à mettre en œuvre. Une semaine après Noël, j'ai reçu un email de Nathalie Reeves. Elle avait surveillé les comptes du fonds dans le cadre de ses fonctions régulières, et voulait m'informer que les investissements avaient exceptionnellement bien performé au cours de l'année. Le fonds d'études de Lucas avait augmenté de 12%. Les dotations caritatives généraient des rendements stables. Tout était positionné pour une stabilité à long terme. J'ai imprimé le rapport, et je l'ai classé dans le même dossier où je gardais les documents d'assurance vie de Derek, l'acte de naissance de Lucas, et la lettre originale que Derek m'avait écrite le jour de la naissance de Lucas. Dans cette lettre, il avait promis d'aimer et de protéger notre fils, aussi longtemps qu'il vivrait. La cruauté du destin avait fait que cette promesse n'avait duré que 7 ans. Mais je pouvais la faire perdurer. Je pouvais construire, autour de mon enfant, des murs qui le protégeraient de ceux qui voudraient diminuer sa valeur. Je pouvais construire des ponts vers ceux qui l'estimaient sincèrement. Je pouvais lui apprendre que l'amour n'était pas une obligation, mais un choix, et que les personnes qui faisaient ce choix avec constance, étaient celles qui méritaient son cœur. Le téléphone a sonné un soir, fin janvier. L'identifiant de l'appelant affichait le numéro de ma mère. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale, comme je l'avais fait 46 fois auparavant. Cette fois, cependant, j'ai écouté le message. Sharon. Sa voix semblait fatiguée, vieillie d'une façon qu'une seule année ne devrait pas produire. J'ai eu le temps de réfléchir au Noël de l'année dernière, à tout ça. Je sais que tu ne me croiras probablement pas, mais je suis désolé. Pas désolé à cause de l'argent. Désolé, parce que j'ai perdu mon petit-fils. Désolé, parce que j'ai jeté quelque chose de précieux, et je ne l'ai même pas réalisé, jusqu'à ce que ce soit parti. Elle a fait une pause, et j'ai entendu ce qui aurait pu être une respiration tremblante. Je n'attends rien de toi. Je voulais juste que tu saches que je comprends maintenant ce que tu as fait, en sortant discrètement ce matin-là, avec Lucas. C'était de la dignité. C'était une mère qui protégeait son enfant, de la manière dont j'aurais dû protéger le mien depuis le début. Le message s'est terminé. Je suis resté assise avec mon téléphone à la main pendant plusieurs minutes, retournant ces mots dans mon esprit, comme des pierres au fond du lit d'une rivière. Était-ce une réflexion authentique, ou une autre manipulation, conçue pour restaurer l'accès à mes ressources? Il n'y avait aucun moyen d'en être certaine. Ce que je savais, par contre, c'est que Lucas était heureux. Il s'épanouissait en classe de CE1, se faisant des amis, créant de l'art, et apprenant à naviguer dans un monde qui lui avait déjà montré sa capacité, à la fois pour la cruauté, et pour la gentillesse. Il avait un grand-père qui essayait de réparer ses erreurs. Il avait Marcus et Olivia comme nouvelles constantes dans sa vie. Il m'avait moi, toujours et pour toujours, me tenant entre lui et tout ce qui pourrait menacer son sentiment de valeur.
Parfois, la protection ressemble à une confrontation. D'autres fois, cela consiste à s'éloigner. Et, parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire, c'est simplement fermer la porte doucement, et refuser de l'ouvrir à nouveau, jusqu'à ce que vous soyez prête. Je n'étais pas encore prête. Mais j'apprenais que la préparation n'était pas une destination. C'était un processus, construit un jour à la fois, une décision à la fois, et, à chaque instant, le fait de choisir la paix de mon enfant, plutôt que les attentes de ma famille. Lucas est descendu, biscuit sur ses talons, demandant si nous pouvions manger des crêpes pour le dîner. Absolument, ai-je dit, en posant mon téléphone. Tu les veux de quelle forme? Méduse. A-t-il crié, courant déjà chercher son tablier. Je l'ai suivi dans la cuisine, laissant le message de ma mère derrière moi, sans réponse, mais pas ignoré. Certaines portes se ferment en douceur, certaines restent fermées pendant très longtemps, et certaines pourraient éventuellement s'ouvrir à nouveau. Mais seulement quand la personne de l'autre côté aura véritablement gagné le droit d'entrer.